La Russie est en grande difficulté. L'arsenal soviétique de Poutine a été épuisé, et la machine de guerre russe est en train de s'arrêter. Tout ce qui reste aux dirigeants russes, c'est de supplier ses alliés, y compris la Corée du Nord, de l'aider, alors que son équipement s'épuise. Le 28 juillet, le Kiev indépendant a rapporté une analyse des stocks d'équipements de l'ère soviétique de la Russie, qui a révélé une énorme diminution dans tous les domaines. L'étude a examiné le flux de matériel militaire depuis les entrepôts russes jusqu'aux lignes de front. Elle a constaté que ce flux est désormais retombé au niveau d'avant 2022. Autrement dit, la Russie ne peut fournir à ses soldats que la même quantité d'équipements qu'avant son invasion de l'Ukraine. Ce n'est pas idéal quand ses troupes sont encore embourbées dans une guerre active qui tue des milliers d'entre eux chaque mois. L'analyse provient de l'école d'économie de Kiev, ou Institut Kyiv School of Economics, et de son nouveau rapport intitulé « Démanteler la machine de guerre russe, logistique, point d'étranglement et dépendance ». Selon l'Institut Kyiv School of Economics, la machine de guerre russe dépend de moins en moins des stocks de l'ère soviétique du pays, ceux-ci étant de plus en plus épuisés, ce qui oblige Vladimir Poutine à se tourner vers ses alliés étrangers pour alimenter la machine infernale qu'il a créée en Ukraine. Les problèmes de stock sont le principal sujet du rapport. Les stocks de chars, de véhicules blindés, de plateformes d'artillerie et d'autres matériels diminuent. L'Institut Kyiv School of Economics signale une baisse de plus de 25% des livraisons depuis les bases de stockage en 2024, causant une réduction irréversible des équipements. La plupart des équipements restants sont maintenant envoyés directement au front, évitant les grandes usines de réparation. Voici quelques points clés à noter. Premièrement, une baisse de 25% des livraisons d'équipements n'est pas le signe d'une nation qui a changé de stratégie en 2024. L'an dernier, la Russie misait sur son offensive terrestre. Poutine, croyant que pour prendre l'Ukraine, il fallait la submerger par le nombre. Maintenant, il est clair que ces chiffres étaient déjà en baisse l'année dernière. Une diminution de 25%. Cela nous le montre simplement. La Russie manquait d'équipements militaires de haute qualité à envoyer sur le front, contrairement aux 2 premières années de la guerre de Poutine. En parlant de la qualité de l'équipement, cela nous amène au deuxième point évoqué dans la déclaration de l'Institut Kyiv School of Economics. Il est rapporté que la plupart du matériel envoyé par la Russie sur le front est de mauvaise qualité, parfois même complètement inutilisable. Poutine, désespéré de fournir de l'équipement à ses soldats affaiblis, a ordonné de passer outre la remise à neuf, pour que les soldats aient quelque chose, n'importe quoi, qu'ils puissent utiliser pour attaquer l'Ukraine. Bien sûr, cela crée des problèmes. Un équipement peu fiable, en mauvais état, pourrait tomber en panne à des moments critiques, laissant les troupes russes vulnérables aux contre-attaques ukrainiennes. Nulle part les problèmes d'équipement de la Russie ne sont plus évidents qu'avec ses chars. Le Kiev indépendant affirme que la Russie sort des chars de l'époque soviétique de ses entrepôts presque depuis le début de l'invasion de Poutine. De grandes quantités de T-72 et T-80 sont arrivés sur le front. La Russie ayant réalisé que ses chars T-80 dits plus modernes n'étaient pas assez puissants ni nombreux pour accomplir la mission. Ces chars datent des années 1970 et ne sont pas les plus vieux déployés par la Russie. Selon des rapports, la Russie aurait déployé des chars T-54 sur le front. Construits dans les années 1940, ces chars ont aujourd'hui près de 80 ans et sont pratiquement inutiles face aux drones et aux roquettes anti-chars modernes que l'Ukraine possède dans son arsenal. Poutine se moque de l'ancienneté de l'équipement. Plus il y en a, mieux c'est pour lui. La Russie fait maintenant face au problème de ne plus pouvoir envoyer des centaines de chars, quel que soit leur âge, sur le front. Ce fait est souligné dans un rapport du 26 juillet rédigé par l'analyste militaire David Axe pour Euromaidan Press. Il souligne qu'il y a eu un nombre croissant de chars russes T-72B arrivant en Ukraine au cours des derniers mois. Le terme « croissant » pourrait vous faire croire que la Russie a de nombreux chars soviétiques en réserve. Cependant, ce n'est pas le cas. Ces chars sont rouillés, vieux, dans un état de délabrement terrible. Et, selon Axe, leur présence croissante en Ukraine est le dernier signe que les régiments russes sont en train de se démécaniser. Ils évoluent ou régressent vers des formations d'infanterie, se rendant au combat principalement à moto, dans des véhicules non blindés, ou à pied. Axe fait référence à une série de publications d'un analyste du renseignement en source ouverte qu'il publie sous le pseudonyme de Jumpy pour appuyer son propos. Selon Axe, Jumpy a examiné des images satellites de nombreux dépôts de chars russes et a été parmi les premiers à remarquer que la Russie sortait désespérément ses vieux T-72B rouillés de la 1331e base centrale de stockage et de réparation de chars située à 1370 km de Moscou. Et elle en retire tellement qu'elle commence même à manquer de ces vieilles machines. Il semblerait
que tout le stock de T-72B détenu à l'Uralvagonzavod dans leurs propres installations soit désormais épuisé, car les Russes ont commencé à prendre des T-72B stockés à la 1311e base pour les rénover dans cette usine. Le stock ne durera probablement pas longtemps, j'estime qu'ils en retirent 20 par mois, a écrit Jumpy sur X le 24 juillet. Les analystes ont souligné l'absence de T-80, BV plus moderne, à la base, et qu'il n'y a probablement plus de T-80 en réserve en Russie. L'analyste a indiqué qu'il aurait besoin de plus d'images satellites d'autres bases pour valider cette théorie. Cependant, si les T-80 sont épuisés, cela expliquerait le déploiement de chars encore plus anciens par la Russie. Fait amusant, ils retirent aussi les rares T-55 et T-62 stockés dans la 1311e, expliquant les T-62 aperçus il y a quelques mois au parc à chars Domsk-Transmash. Jumpy a déclaré que ces événements reflètent une fois de plus le désespoir de Poutine. Il manque tellement d'équipements que la Russie en vient à dépendre de chars de plus en plus anciens à envoyer en Ukraine. Les stocks de vieux chars, tels que les T-80 et T-72, ne vont pas durer éternellement, comme nous l'avons constaté. Les chars russes vétustes seront rapidement épuisés jusqu'à disparition. Les problèmes des chars russes reflètent un enjeu bien plus large. Poutine manque de tout, et maintenant il est obligé de compter sur les alliés étrangers de la Russie pour poursuivre sa guerre. La Corée du Nord est l'un des alliés clés. L'Institut Kyiv School of Economics déclare que la Corée du Nord a fourni des explosifs à la Russie pendant une grande partie de 2024. Selon l'Institut, en 2024, plus de 50% des livraisons connues d'explosifs à l'arsenal russe provenaient de l'allié russe. Pour être clair, cela signifie que la Corée du Nord fournit à l'armée russe plus d'explosifs, comme des missiles et des obus d'artillerie, que la Russie elle-même. En effet, les données brutes semblent le confirmer. En avril, le Centre des sources ouvertes a indiqué que le 17 mars 2025 marquait la 64e arrivée d'un navire cargo battant pavillon russe dans le port nord-coréen de Rajin depuis 2023. Ce navire était là pour la même raison que lors de ses 63 autres visites. Il venait récupérer des explosifs nord-coréens, destinés à être utilisés par la Russie contre l'Ukraine. L'analyse des images satellites réalisées par le centre en collaboration avec Reuters a révélé à quel point la relation explosive entre la Russie et la Corée du Nord est profonde. Le centre affirme que la Corée du Nord a expédié plus de 15 000 conteneurs vers la Russie depuis septembre 2023. Ces conteneurs représentant plus de 4 millions de livraisons. Selon le centre Open Source, Poutine aurait dépensé des milliards de dollars en obus d'artillerie et roquettes. La plupart arrivent en Russie via 4 navires russes. L'Angara, Lady Air, Maria et Maya 1. Les visites de ces navires ont culminé en octobre 2023 et janvier 2024 quand des images satellites ont montré 7 visites des 4 navires dans les ports nord-coréens. Bien que les visites aient ralenti en 2025, elles continuent toujours. Une visite a été enregistrée en janvier, suivie de 4 en février et 2 en mars. War on the Rock affirme que cette relation a apporté de très bonnes choses à la Corée du Nord. Selon lui, une reprise économique se profile pour le pays, grâce aux milliards de dollars provenant des coffres de la Russie qui affluaient dans le pays. Le désespoir de la Russie a également relancé l'industrie de défense en déclin de la Corée du Nord, dont le taux d'exploitation était passé de 50% dans les années 1980 à 20% en 1991. Selon War on the Rock, le déclin de l'industrie de défense nord-coréenne a coïncidé avec la fin de la guerre froide, mais aujourd'hui elle est en plein essor. Tout cela est dû à Poutine et à son besoin d'approvisionner ses soldats en explosifs. Selon Hugh Griffiths, ex-coordinateur d'un groupe d'experts de l'Organisation des Nations Unies surveillant les sanctions contre la Corée du Nord, l'aide nord-coréenne a été cruciale sur le plan stratégique, rapporte le Guardian. Sans l'appui de Kim Jong-un, Vladimir Poutine aurait du mal à continuer la guerre en Ukraine. La Russie compte sur la Corée du Nord, l'Iran et la Chine pour pallier ses manques d'équipement. Selon l'Institut Kyiv School of Economics, l'Iran a été responsable de ses propres livraisons d'explosifs, bien que plus petites, à la Russie via la mer Caspienne. Selon le National Security Journal du 28 juillet, l'Iran a transféré environ 13 000 tonnes d'explosifs à la Russie, principalement via des routes d'approvisionnement fréquemment utilisées par l'Iran dans la mer Caspienne. L'Institut Kyiv School of Economics souligne l'importance vitale de la Chine, supposément neutre, pour l'effort de guerre de Poutine. La Chine est indispensable, dit-il. Les importations du complexe militaro-industriel russe sont maintenant dominées par les machines et composants chinois, avec une logistique gérée par de grandes entreprises liées à l'armée et des centres logistiques concentrés près de Moscou. Selon un rapport de Reuters en mai, l'Ukraine a confirmé cette affirmation. Des entreprises chinoises ont fourni des machines-outils,
de la poudre à canon et des produits chimiques spéciaux utilisés dans la fabrication d'explosifs à 20 sites de production militaire russe. Ce schéma montre que les stocks soviétiques de la Russie s'épuisent. Vladimir Poutine dépend donc de plus en plus de ses partenaires étrangers pour soutenir son effort militaire. C'est un problème pour le dirigeant russe à plus d'un titre. Cette dépendance envers d'autres pour approvisionner l'une des principales forces militaires du monde humilie immédiatement Vladimir Poutine. Il était déjà assez grave que la Russie ait dû puiser aussi profondément dans ses stocks de l'époque soviétique pour continuer à envahir l'Ukraine. C'est encore pire que ces stocks soient désormais si bas que la Russie se retrouve dans une situation où elle s'approvisionne à plus de la moitié de ses explosifs auprès d'autres pays. Au-delà de cette humiliation initiale, Poutine devient de plus en plus dépendant de ses alliés. La Corée du Nord, l'Iran et la Chine aident peut-être la Russie actuellement, mais aucun ne le fait par pure bonté d'âme. Les trois pourraient demander des faveurs à la Russie en cas de besoin, et Poutine devra répondre pour les garder comme alliés. L'avenir de la Russie échappe de plus en plus à Poutine, à cause d'une guerre qu'il pensait gagner facilement en quelques jours. Nous constatons que la Russie manque d'équipements soviétiques et dépend davantage de ses partenaires étrangers. Voici les implications pour l'avenir de la guerre, en revenant d'abord sur les chars, pour souligner un point mentionné précédemment. Les problèmes de stock de la Russie signifient qu'elle dépend de plus en plus de chars plus anciens et moins performants. Axe souligne les T-72B dont il parle dans son rapport pour la presse Euromédan, en notant que ces chars ont le défaut fatal d'avoir leurs munitions stockées directement sous leur tourelle. Un tir précis d'un drone ou d'une roquette ukrainienne, et boum, tout le char part en flammes. Le blindage ne signifie pas grand-chose lorsqu'il présente une faiblesse, et il se trouve justement que c'est quelque chose que l'Ukraine peut facilement exploiter. En plus, les optiques archaïques des T-72B rendent les équipages pratiquement aveugles dans les conditions de combat actuelles. Les chars déployés par la Russie, même les plus anciens, ne sont pas adaptés à leur mission en raison de défauts similaires. Il n'est donc pas étonnant que les soldats russes se méfient de plus en plus des blindés que Poutine leur fournit. Selon United 24, le 13 juin, l'armée russe aurait une étrange tradition. Datant de la Seconde Guerre mondiale, cette coutume veut que les soldats russes montent sur leurs blindés plutôt qu'à l'intérieur. Cette tradition s'est poursuivie pendant la guerre en Ukraine, car la plupart des soldats russes ne font pas confiance au blindage dont ils disposent. Ils savent que les chars et véhicules blindés russes ne sont pas assez solides pour les protéger des roquettes et drones ukrainiens. Cela est particulièrement vrai pour les véhicules ayant des défauts fatals, comme le T-72BI. Et lorsque ces soldats doivent affronter des véhicules blindés tels que le BMP-2 dont le blindage latéral et arrière est vulnérable aux armes légères ukrainiennes, leur méfiance ne cesse de croître. Les soldats russes ne considèrent pas leur blindage comme une force protectrice. Ce n'est guère plus qu'un ensemble de rousses dont ils doivent s'échapper rapidement dès que l'Ukraine lance une attaque. La méfiance grandira à mesure que Poutine devra puiser dans les stocks soviétiques de la Russie pour équiper ses soldats. Ce que ses troupes recevaient était déjà mauvais. Maintenant que Poutine est prêt à puiser dans les fonds des stocks déjà épuisés de la Russie, la situation ne fera qu'empirer. Mais les faiblesses inhérentes aux chars russes ne sont pas les seuls problèmes que Poutine doit gérer. Le manque de stock en Russie affecte aussi sa campagne terrestre en Ukraine. Pendant une grande partie de la guerre, la stratégie de Poutine a été simple et plutôt efficace. User l'Ukraine à l'usure grâce à sa supériorité numérique. Finir par épuiser les défenses de l'Ukraine, afin que la Russie puisse s'emparer de territoires. C'est une stratégie que Poutine a poursuivie en 2025, et lors de son offensive estivale, où il tente de créer une zone tampon à Soumy pour protéger les régions frontalières de la Russie, ainsi que de prendre plus de territoire dans le Donetsk. Le problème de Poutine est que son offensive s'essouffle déjà, ce qui est flagrant sur le champ de bataille. En fait, la lenteur de l'annexion territoriale a posé problème à la Russie ces dernières années de la guerre de Poutine. Le Centre d'études stratégiques et internationales, ou Centre d'études stratégiques et internationales, l'a souligné en juin, notant que l'approche de la Russie l'a amené à avancer à un rythme d'escargot d'environ 50 mètres par jour, dans des régions clés comme Kharkiv pendant la guerre. Du 1er janvier 2024 jusqu'au début juin 2025, la Russie n'a réussi à prendre qu'environ 5000 km² de territoire ukrainien. Le Centre d'études stratégiques et internationales indique que cela représente moins de 1% de l'Ukraine. Avec la Russie contrôlant environ 20% de l'Ukraine en février 2025, ce rythme d'avancée lent assombrit les perspectives futures du pays. Si cela continue au rythme actuel d'environ 1% du territoire tous les 1 an et demi, il faudrait plus d'un siècle aux forces russes pour s'emparer de l'Ukraine. C'est en supposant que ces forces disposent de l'équipement dont elles ont besoin, ce qui, comme nous le savons maintenant, constitue un problème majeur. Lors de l'offensive estivale, les problèmes de la campagne terrestre de Poutine sont apparus alors que ses forces tentaient de progresser. Dans un message sur Telegram en juillet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky l'a clairement indiqué.
Nous constatons les intentions et les tentatives d'avancée de l'ennemi. Il est crucial de déjouer chacune d'elles, grâce à la résilience et à la défense active de nos unités. Selon Zelensky, l'armée russe n'a pas atteint les objectifs fixés par son commandement pour cet été. Le Kiev Independent affirme que l'Ukraine a déjà immobilisé et ralenti les 50 000 soldats que Poutine avait dédiés à Soumy et ailleurs. La lenteur de l'avancée russe aggrave ses problèmes d'équipement. Pour chaque parcelle de territoire gagnée, la Russie perd d'énormes quantités de soldats et de matériel. Les chiffres révèlent l'ampleur du problème de Poutine. Selon le ministère de la Défense ukrainien, plus de 105 millions de soldats russes sont morts, blessés ou capturés. 11 065 chars d'assaut ont été perdus au 29 juillet, dont 4 rien que le 28 juillet. La Russie a perdu 23 064 véhicules blindés, plus de 30 800 systèmes d'artillerie et 1450 lance-roquettes multiples. La guerre d'usure de Poutine s'est retournée contre lui, car c'est désormais la Russie qui doit faire face à des problèmes d'équipement. La Russie conserve un avantage en effectif, mais avec la baisse des stocks soviétiques, elle dépend davantage de partenaires étrangers. L'armée russe est contrainte de sacrifier environ 1000 de ses soldats par jour sur le terrain. L'offensive d'été de Poutine a déjà échoué pour ces raisons. Quel que soit le territoire que Poutine parvient à conquérir, il sera loin de ce qu'il espérait. Cependant, il serait inexact d'affirmer que la Russie est sur le point de perdre la guerre en Ukraine à cause de ses problèmes de stocks soviétiques. L'aide étrangère que reçoit la Russie lui est bénéfique, même si Poutine doit sacrifier son influence en se plaçant davantage dans la dépendance de ses partenaires. Cependant, la baisse d'utilisation des unités mécanisées et des blindés russes ne signifie pas qu'elle est hors jeu. Selon Franz Stefan Gardy, analyste militaire basé à Vienne, les difficultés de la Russie avec ses véhicules ne signifient pas nécessairement que les forces de Poutine perdent en efficacité au combat, a-t-il déclaré au Financial Times. Les forces russes investissent aussi massivement pour reconstituer leurs stocks, prévient Gardy. De plus, les tactiques russes évoluent, utilisant moins de ces véhicules et comptant davantage sur des drones à longue portée pour infliger des dégâts. Selon Euromaidan Press, le 25 juillet, la Russie a accumulé d'importants stocks de drones ces 3 dernières années, malgré l'épuisement de son équipement soviétique. Le résultat est clair en 2025. Les frappes de drones russes devraient augmenter de 700% en 2025 par rapport à 2024. Cela signifie que l'Ukraine devra faire face à 78 000 drones transportant l'équivalent d'environ 3 000 tonnes d'explosifs d'ici la fin de l'année. Vladimir Poutine ne souhaitait pas ce changement tactique, préférant largement que l'Ukraine s'effondre face à son armement soviétique. Mais cela ne s'est pas produit, et le président russe a été contraint de changer de cap. Alors que la machine de guerre russe s'est enlisée sur le terrain d'une manière imprévue par Vladimir Poutine, l'aspect aérien du conflit s'est accéléré. Vladimir Poutine continuera de demander l'aide de la Corée du Nord et d'autres alliés pour obtenir des explosifs, afin d'éviter que l'offensive terrestre russe ne s'épuise. Aujourd'hui, la Russie semble se limiter à l'utilisation de drones pour causer des dommages, mais ceux-ci ne peuvent pas conquérir de territoire. Et si l'Ukraine parvient à se procurer davantage de défense aérienne pour faire face aux problèmes croissants des drones, Vladimir Poutine pourrait enfin se retrouver à court d'options pour son invasion. Ce manque d'équipement soviétique n'est pas la seule humiliation subie par Vladimir Poutine ces derniers jours. La Russie a été contrainte d'annuler son défilé naval annuel en raison de préoccupations sécuritaires et de ses pertes massives en mer Noire. Pour en savoir plus, regardez notre vidéo et abonnez-vous à notre émission militaire pour suivre l'actualité sur les derniers développements de la guerre en Ukraine. Merci de votre attention.